Hello mes pinguis d'amour et bienvenue sur le podcast qui vous embarque dans le monde tel que je le vois. Je suis Patrick, animateur de Pat Panks Cast, et aujourd'hui on va parler des gens qui vivent à Paris sans faire exploser la planète et qui veulent vraiment réduire leur empreinte carbone, sans pour autant élever des chèvres dans la cambrousse. Le truc c'est que pendant que certains commandent encore des livraisons en SUV pour un avocat bio, d'autres font attention à tout, comment ils se déplacent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils jettent et même à combien de fois ils ouvrent leur frigo. Pourquoi ils font ça, comment ils s'organisent et surtout, comment ils arrivent à être écolos sans devenir relous, on en parle tout de suite. Cet épisode s'appelle Éco-Paris et je suis accompagné aujourd'hui par Ruben, un Parisien qui cherche à réduire significativement son empreinte carbone. Bonjour Ruben. Bonjour. Commençons par un petit peu ce sujet qui est un sujet aujourd'hui assez urgent, on va dire. Non, ça devient de plus en plus urgent. Alors, le fait d'être écolo aujourd'hui à Paris, c'est pour quelles raisons ? Quelles sont les raisons qui te motivent justement à vouloir être dans ce mode de vie-là, de réduire significativement ton empreinte carbone ? Disons que c'est venu assez progressivement. Mais l'idée, elle était de se dire que nous, en tant qu'Occidentaux et Parisiens, on avait une empreinte certaine sur l'environnement et que ça avait un impact déjà aujourd'hui et surtout à terme sur d'autres populations plus précaires qui sont les plus touchées. Donc l'idée, c'était de se dire comment moi je peux essayer de réduire mon empreinte carbone pour ne pas, entre guillemets, hypothéquer l'avenir des générations à venir et des personnes qui sont déjà sur cette terre et qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Progressivement, à partir de mes 20 ans, ça a commencé cette réflexion, mais ça fait vraiment peut-être 7-8 ans, je dirais, que j'ai commencé à changer significativement en commençant par l'alimentation. C'est un des pans très importants d'émissions de gaz à effet de serre. Et je dirais que le Covid a accéléré les choses puisque on a pendant cette période-là, finalement, vécu d'une certaine manière, en étant sobre, presque contraint, et ça a pu me faire prendre conscience que des choses étaient possibles, même des choses qui paraissent impossibles. Donc voilà, ouais. D'accord. Donc il y a un avant et un après Covid ? Oui, le Covid, à titre personnel, pour plusieurs raisons, ça a été une prise de conscience assez généralisée sur un peu tous les aspects de ma vie, hein, donc l'aspect environnemental, mais l'aspect personnel, l'aspect épanouissement personnel. Et à la suite de ça, j'ai vraiment une réflexion qui a grandi sur ce sujet, et aussi je me suis dit, au-delà des gestes qu'on peut faire en dehors de son travail, quelque part, comment on peut même peut-être via son travail consacrer ses heures à cette mission. Donc oui, je dirais vraiment qu'il y a un avant et un après, clairement. Ouais. Et comment tu te définissais justement avant le Covid ? Tu étais insoucieux de ce genre de sujet ou bien c'était... Disons que j'étais ignorant dans la mesure où mon entourage n'était pas spécialement sensible, et à l'école on n'en parlait pas spécialement, je connaissais pas ces sujets. C'est quand j'ai commencé à grandir finalement et à mûrir et à réfléchir par moi-même, on essaie de comprendre comment fonctionnent les choses qui nous entourent, on sort un peu de cette voie toute tracée, voilà. Et est-ce que tu arrives à retrouver des gens qui partagent ce mode de vie-là avec toi à Paris sous forme de communauté ou sous forme d'organisation ou d'association où tu peux partager, je sais pas, des moments conviviaux ou bien des échanger sur les bonnes pratiques, etc. Oui, alors ce que je dirais, c'est qu'au départ, quand cette urgence, je l'ai ressentie, je faisais un peu les choses de manière assez individuelle et j'avais des gestes assez individuels que je pouvais faire chez moi. Ce qui a changé, c'est quand cette sensation que faire des gestes après le travail ou même de manière bénévole ne suffisait pas, où je me disais je voulais vraiment que mon travail soit en accord avec ça. Donc j'ai une dissonance cognitive qui est un peu le mot à la mode et un peu brutal, mais pour dire que j'aspirais à défendre certaines choses et c'était en totale contradiction avec ce que je faisais à mon travail. Donc c'est vraiment de là que sont parties les choses, où je me suis vraiment renseigné. Alors là, tout seul, j'ai participé à des forums, j'ai participé à des formations, j'ai consulté des plateformes dédiées spécifiques à des emplois de transition énergétique et j'ai pu intégrer donc une association qui s'appelle Les Économes, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Les gestes qu'on peut mettre au quotidien aussi, c'est auprès de qui on consomme tout un tas de services. Et donc auprès d'Enercoop, j'avais découvert cette association dont l'idée était de rassembler des personnes qui n'étaient pas expertes, mais de se dire comment on peut essayer d'économiser notre empreinte carbone et notamment l'empreinte énergétique, puisque c'est un des éléments qui est majeur. Et donc c'est une association que je retrouvais assez régulièrement, on était 4 ou 5 et de là j'ai élargi un peu le réseau, donc c'était les associations, ensuite c'était les coopératives, puisque je parle d'Enercoop, c'est des coopératives en fait qui défendent en fait un mode de vie plus vertueux. En tout cas moi les communautés ou la manière dont j'ai pu retrouver les gens, c'est en étant dans ces cercles là, donc c'est des coopératives où j'étais donc sociétaire puisqu'on achetait une action. Il y a la dimension aussi démocratique qui est très importante et qui est liée pour moi. Donc voilà, moi en tout cas à titre personnel, c'est vraiment via ces structures là qui avaient une activité déjà, alors soit association ou soit qui vendaient des produits entre guillemets plus verts,
que j'ai pu rejoindre des personnes, en tout cas me réunir à échéance plus ou moins régulière. Ok. Est-ce que tu as pu enrichir ton mode de vie grâce aux échanges que tu as pu avoir avec ces gens-là? Oui, totalement. L'association que j'ai rejointe notamment, c'est une association qui faisait déjà depuis quelques années et qui avait des ressources en fait qu'elle utilisait pour mettre en exergue un peu l'impact qu'on avait et arriver à nous faire prendre conscience des ordres de grandeur et pour savoir justement là où c'était important de plus se tourner. Donc, le sujet des transports par exemple, le sujet de l'alimentation, oui, j'ai découvert et je pense que je serai toujours curieux et je continuerai à découvrir. D'accord. Et ça a permis de rencontrer de nouvelles personnes aussi, je suppose, en fait, des communautés comme ça. Voilà, tu rencontres des gens. Je suis devenu proche de certaines personnes, ça fait du bien parce que. Oui. Donc c'est un moyen de se rassembler autour d'une cause commune ou d'un mode de vie et en fait finalement d'enrichir sa vie sociale à Paris. Exactement. C'était des vraies bonnes occasions puisqu'on se voyait à l'occasion d'événements statutaires entre guillemets comme des assemblées générales ou même des réunions de pilotage. Mais on s'est vu, moi j'ai vu des personnes et je continue à voir des personnes en dehors. C'est plaisant en tout cas de voir des personnes qui partagent en tout cas certaines valeurs. Ça permet vraiment via ce biais-là, via l'organisation aussi d'événements de forums, de rencontrer en fait des gens et de pouvoir sensibiliser aussi. L'idée, voilà, c'est d'apprendre. Bien sûr. Sensibiliser sans moraliser. Sans moraliser. Alors là, pour le coup, c'était un peu le challenge. Alors le challenge, j'ai envie de dire, c'était vraiment l'ADN de cette structure-là en particulier. Oui. C'est pas le cas d'autres. L'idée, c'est pas de culpabiliser. L'idée, c'est juste de dire, il y a des choses qui sont possibles. Moi, à mon niveau, je mets en place certaines choses. Je pense que c'est important quand même d'être conscient de l'impact de chacun de nos gestes, que chacun de nos gestes a sur la planète. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment à cette occasion-là et de manière générale, juste discuter un peu des sujets, voir comment à notre niveau on peut essayer d'améliorer un peu les choses. Ok. Et moi de mon côté, en fait, je fais partie de cette fresque du climat. J'ai fait la fresque du climat, effectivement. Okay. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, la fresque du climat, en fait, c'est une organisation qui a pour but de sensibiliser les gens à ce qu'on appelle le lien cause à effet du réchauffement climatique. En fait, c'est des sortes de jeux ludiques où les participants vont pouvoir placer les cartes dans une espèce de suite cause à effet, en partant de l'activité humaine jusqu'à les conséquences finales de ce que peut engendrer un réchauffement climatique. J'ai été formé à être formateur de cette fresque du climat. On appelle ça facilitateur. On n'est pas des experts du climat, mais on est là pour amener le sujet et amener à la réflexion en fait autour de ce sujet-là pour les personnes qui sont en train de participer à ce jeu. Et en fait, cette organisation-là, elle permet aussi qu'on se rencontre. Donc, il y a pas mal donc, elle crée une communauté de fresqueurs, on appelle, et on peut se retrouver. Il y a des fresqueurs qui sont par département, par région, etc. Et on est devenus assez nombreux à apporter cette fresque du climat au nombre de personnes le plus grand possible au monde. Enfin, il y a plusieurs niveaux en fonction de ton niveau de fresqueur. Il y a un niveau ceinture blanche, jaune, en fonction de combien de fois tu as fresqué, on dit, et en fonction de ton niveau d'expertise sur le sujet. Et toi, tu es ceinture noire, n'est-ce pas? Peut-être pas ceinture noire, mais j'ai quand même fait autour de 25 fresques dans le cadre de mon boulot principalement, parce qu'en fait, mon entreprise, elle a voulu déployer la fresque du climat à tous les collaborateurs. Et en fait, quand tu fais partie de l'organisation, ensuite, tu as un compte sur le site de l'organisation et tu es indépendant aussi. Donc, tu peux toi-même aller faire des fresques du climat à d'autres personnes à titre personnel, pour tes amis, pour ta famille, etc. Là, moi, j'ai été formé à la fresque du climat pour adultes parce qu'il y a aussi un jeu de cartes pour les enfants qui est adapté en fait aux enfants, et là on est beaucoup moins brutal quand il s'agit de nommer les choses, c'est-à-dire qu'on va pas dire que allez, à la fin il y aura des famines, il y aura un problème de santé, il y aura des conflits armés, il y aura des réfugiés climatiques. En fait, ça c'est des cartes, à la toute fin ça ressemble à ça, donc ça peut être un peu anxiogène. Donc pour les enfants, bien sûr que il y a des cartes qui sont un peu plus dédiées aux enfants avec des visuels un peu plus simples, plus ludiques et plus faciles à comprendre. Pour les adultes, parfois il y a des cartes où on voit vraiment des graphes, où ça peut être technique. Donc d'où l'intérêt vraiment de se former à la fresque du climat. Mais moi, en fait, à chaque fois que je faisais la fresque du climat, à chaque fois, j'apprenais des choses parce qu'en fait, tu partages avec les personnes qui sont en face de toi, ils t'amènent leurs inquiétudes. Et parfois, en fait, oui, il y a des questions qui sont compliquées à répondre. Avec la pratique, tu arrives à identifier les questions et au fur et à mesure, tu t'améliores. Mais à chaque fois, en fait, tu as des nouvelles questions, des nouvelles craintes en fait, que les personnes amènent avec eux de chez eux, qui sont spécifiques à leur mode de vie et qui les mettent sur la table autour de la fresque. Et en fait, il va falloir chercher à apporter la réponse la plus adéquate. J'ai même eu des gens vers la fin de la fresque qui étaient complètement en larmes parce qu'en fait, une fois qu'on a expliqué les causes et les conséquences, avant de commencer à parler de ce qu'on peut faire en termes d'action pour contrer un petit peu ce réchauffement climatique. À ce moment-là précis, c'est un moment un peu sensible où on a compris les causes, on a vu les conséquences et on n'a pas encore parlé des actions qu'on peut amener. Donc c'est là où les gens peuvent... Enfin, j'ai déjà eu des personnes qui sont... qui s'effondrent dans le sens d'un désespoir, on ose dire...
J'ai causé ça. Dans le sens où j'ai pas forcément causé ça, dans le sens où en fait c'est souvent des gens qui sont déjà sensibles à l'écologie et qui ont déjà des actions qu'ils mettent en place et qui se disent en fait est-ce que moi je fais ci déjà, moi je fais ça déjà, moi je fais ça et ça déjà, mais qu'est-ce que je peux apporter à moi à titre individuel par rapport à tout ce qui se passe au niveau État, au niveau pays, etc. Alors c'est là où il faut amener la réponse comme quoi en fait toi tu t'occupes de toi, en fait tu t'occupes de partager ce que tu sais aux autres autour de toi, mais tu n'as pas à subir la responsabilité de tout le monde. En fait, l'important, c'est vraiment d'avoir la conscience tranquille, en fait. Et on va parler des différentes actions qu'on peut apporter justement tout à l'heure ensemble, mais en fait, c'est là en fait où parfois, il y a des gens qui peuvent vraiment ne pas être bien. Et avec la fresque, on a appris à gérer en fait, un peu les émotions. Parce que si tu n'arrives pas à gérer les émotions, tu n'arrives plus à amener le sujet de la façon la meilleure possible. En fait. Donc voilà. J'en profite en fait parce que c'est une question que je voulais te poser. Je la repose, tu l'as un peu évoqué. Quels sont les profils justement que tu as? Est-ce que tu as essentiellement des gens qui sont sensibles ou il y a vraiment des personnes qui, non, mais pas du tout, ou sont presque même... J'ai eu les deux. Après, je n'ai pas eu des climato-sceptiques dans le sens où des gens qui me disent de toute façon, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, je ne l'ai pas eu, et encore heureusement, parce que on nous a quand même un peu formés à comment répondre à ce genre de personnes, mais tu n'es jamais prêt à répondre à ce genre de personnes. Après, il faut savoir que la fresque du climat et tout ce qui est marqué sur les cartes, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ton opinion, c'est l'opinion de personne. C'est des faits. Et c'est des faits qui sont étudiés et validés par des scientifiques, notamment les scientifiques du GIEC. Donc, on commence par ça en disant il n'y a pas de débat à avoir pendant cette formation sur ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que si vous avez un avis sur les actions ou bien des propositions, etc., certes, vous êtes les bienvenus. Par contre, on n'est pas là pour remettre en question ce qui est marqué sur les cartes. Mais en tous les cas, je n'ai pas eu de climato-sceptique. J'ai eu des gens qui étaient très sensibles. J'ai eu des gens qui étaient un peu moins sensibles dans le sens où, ok, mais en fait, ils sont juste peut-être pas... Il y a des sensibilités différentes. Enfin, ils sont tous convaincus qu'il y a un réchauffement climatique. Après, il y en a qui se disent, ok, mais de toute façon, la Terre va survivre. Oui, la Terre va survivre, mais est-ce que le but, c'est qu'on survive, nous? Le vivre, effectivement. La Terre, elle va survivre, on l'a vu, là, c'est plutôt nous, et dans quelles conditions? Ça, on a compris, la Terre va survivre, ça, c'est sûr. Donc, en fait, j'ai juste plusieurs niveaux de sensibilité, mais je n'ai pas eu de climato-sceptique dans le sens, genre, non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Parfois, des gens sont climato-sceptiques parce que tout simplement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et peut-être que la fresque du climat va leur faire comprendre qu'en effet, c'est vraiment, ils vont voir les courbes, ils vont voir les études, ils vont se dire, oui, c'est sérieux, c'est scientifique, et donc c'est la réponse qu'on amène à ce genre de personnes. Alors, en termes d'actions à Paris, aujourd'hui, quelles sont les principales actions que tu mets en place? Si on doit en citer quelques-unes, des actions quotidiennes et d'autres qui seraient plutôt des actions moyen ou long terme. Dans ton cadre de vie parisien aujourd'hui, quelles sont ces actions-là? Alors, dans mon cadre de vie parisien, et là je pense que ça se prête bien, vu le maillage et la disponibilité de transport, voilà. Donc c'est ce sujet-là, c'est d'éviter autant que possible les voitures, par exemple. Oui. Alors thermiques avant tout, électriques, si c'est possible, parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. À partir du moment où il n'existe pas de mouvement ou d'action, c'est du CO2 économisé. Ça va même sur le transport lui-même. J'ai une espèce de tolérance à 40 minutes. Si la destination est à 40 minutes à pied, je vais le faire. Au-delà de 40, je vais prendre un transport quand même. Ensuite, je vais essayer de privilégier le métro, puis le RER, le bus en dernier lieu. Voilà, il y a une classification en fonction des études qui existent et en fonction des sources d'énergie. Dans la même veine, pour parler de Paris, je ne prends plus les ascenseurs. Ah oui. Alors ça, j'y vois deux intérêts. Donc le premier, c'est... Alors pour information, j'habite au 10e étage. Et Ruben a débarqué chez moi. Effectivement. Et il a pris du temps à arriver chez moi. Et en fait, je me suis posé la question. Donc peut-être que la porte de l'interphone... C'est ce que je me disais, peut-être je vais avoir un appel parce qu'il va se dire qu'est-ce qu'il fait. Non, il était en train de monter les 10 étages à pied. Bon, c'est très bien. En fait, en plus, c'est double bénéfique parce que du coup, tu prends soin de ta santé. Exactement. Comme ça. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Dans des modes de vie où on est toujours après le temps, je veux dire, on n'a pas forcément le temps de faire du sport, ne serait-ce que de s'inscrire. Et ça s'inscrit clairement dans les recommandations. Je crois que c'est l'OMS qui dit que faire 30 minutes de marche par jour de sport, je veux dire, c'est un sport doux qui permet de se maintenir en bonne santé vraiment. Donc faire ça tous les jours, moi quand je vais au travail systématiquement, j'ai 20 minutes de marche plus des escaliers qui sont quand même là et que je ressens. Donc je vois vraiment ce bénéfice-là, et c'est même des économies de frais de santé à terme, et même si on va encore plus on extrapole sur les services publics, etc. et tout. Donc voilà, ça c'est des choses au quotidien. C'est la même chose pour les escalators, pour les tapis roulants. Voilà, ça c'est des choses que... L'escalator aussi, tu l'as... L'escalator, les tapis roulants, vraiment tout ce qui a besoin d'énergie pour fonctionner. J'évite vraiment de... Alors la question que
presque tout le monde a envie de poser, c'est que l'escalator, il est là et il tourne, quoi qu'il arrive. Donc, ne pas le prendre et le prendre, c'est quoi les conséquences sur ton empreinte carbone? C'est une très bonne question et je réponds en disant que les escalators ont des maintenances à certaines fréquences et que le fait de rajouter un poids 60, 70, 80 kg, plus cet escalator va avoir de poids, plus il va s'user rapidement, plus il va falloir le maintenir, consommer de l'énergie pour tourner. Il va consommer et plus il va falloir le renouveler. Pour l'escalator, celui qui tourne effectivement, pour les tapis roulants, les ascenseurs, eux ne marchent que s'ils marchent, mais si on se dit l'ascenseur est là, j'y vais, si c'est une personne en plus, c'est autant d'usure supplémentaire sur le mécanisme. Aux personnes qui le prennent déjà pas en descendant, je pense qu'on est dans c'est déjà bien. Je veux dire, c'est déjà une première étape. L'idée, c'est pas d'être en compétition et on reviendra. Je prends ça et il m'arrive de prendre la voiture que j'ai pris hier pour aller voir mes beaux-parents. Donc, je suis pas là en disant que je suis parfait, effectivement, mais c'est des choses qui peuvent être mises en place, qui ont un vrai bénéfice, qui peut être effrayant au départ de se dire. Je pense que tout le monde s'est vu dans une situation où les escalators étaient bloqués et regarder les marches et se dit c'est compliqué. Donc, la première semaine où j'ai dû faire ça, j'étais dans cette situation. Et après, aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est même presque un plaisir, j'ai envie de dire, et de voir que son corps fonctionne. C'est un tout, en fait. Après, il y a l'alimentation, je vais venir après, où je sens que je vais mieux. Mon corps, c'est un sport doux que je fais. C'est un des éléments qui contribue à être en meilleure santé. Donc, il y a toute cette partie-là, transport au quotidien. Il y a la partie donc alimentation. J'essaye de plus en plus d'avoir une alimentation la plus végétale possible. Donc je vais pas dire que je suis vegan puisqu'il peut m'arriver par exception, mais par exemple quand moi je fais mes courses, quand je mange chez moi, c'est que des éléments d'origine végétale. Il faut savoir que 25% de l'empreinte de l'émission de gaz à effet de serre provient de l'alimentation. Donc c'est énorme parce que quand on parle d'alimentation, on peut aussi parler de méthane. Donc de gaz à effet de serre ou de CO2 ou équivalent sont issus de l'alimentation. Effectivement, il y a des études, c'est très documenté. La viande rouge notamment pour quand on va de l'ensemble du processus, de l'élevage, de l'alimentation, le soja notamment, avec les déforestations en Amazonie, jusqu'au steak dans l'assiette, oui, effectivement, ça a une empreinte qui est assez importante. Et donc moi, j'essaye de combiner une alimentation d'origine végétale avec une alimentation avec le circuit court, local, pas pour une forme de patriotisme spécialement, mais c'est juste se dire, si ça vient de moins loin, il y a moins de transport, et aussi des produits qui soient le moins transformés possible. Il existe des alternatives aux steaks, aux viandes qu'on connaît, mais comme des galettes, des steaks de soja ou autres, qui sont parfois beaucoup ultra transformés. Donc j'ai pris cet exemple, mais il y en a d'autres. Voilà, l'idée c'est de manger les produits les plus bruts possibles. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. De la même manière, je vois des bénéfices sur ma santé. Voilà, là, on est vraiment sur les actions au quotidien, alimentation et transport, puisque c'est des grandes thématiques. En fait, ce sont 2 thématiques parmi les 4 ou 5 thématiques essentielles que sont se déplacer, s'alimenter, se loger et consommer. Alors, qu'en est-il du consommer alors, pour le consommer, j'essaye de consommer ce dont j'ai besoin. Alors, je vais distinguer le besoin et le plaisir. Je parlais un peu de ma mentalité, d'une forme d'introspection. Aujourd'hui, avec mes 34 ans et tout ce que j'ai vécu, je me rends compte que tout ce qui peut être matériel, même l'argent, c'est un moyen et pas une fin. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'échanger, de parler avec des gens. Et donc, tout ce que je vais consommer, je vais regarder et réfléchir à l'empreinte qu'il va y avoir. Si je vais devoir changer de téléphone, si je vais devoir acheter une couverture, si je vais devoir acheter quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'essaye de garder un maximum tout ce que j'ai et qui est en bon état. Et au moment où je me dirais qu'il faut que je l'achète, j'essaierai de voir s'il existe des circuits alternatifs, de la seconde main, par exemple. Et s'il faut vraiment acheter quelque chose de neuf, j'essaie de me renseigner sur les distributeurs, voir s'ils mettent en place des contrôles et s'il y a une démarche qui est vertueuse. Donc ça s'applique vraiment à mon quotidien et ça s'applique vraiment à tout. Ça s'applique d'une serviette que je vais acheter, que je n'utilise pas. Par exemple, les serviettes, je n'utilise pas de sopalin, par exemple, ça c'est un exemple. Je prends des serviettes qui sont lavables. Donc voilà. Donc ça, sur la consommation, j'ai vraiment réduit beaucoup par rapport à avant. Donc je consomme que ce dont j'ai besoin, besoin vitalement, quasiment. Donc il y a cet aspect-là et le lien que je peux faire avec le dernier grand secteur d'émissions de CO2, donc le logement. Comment se loger, effectivement. Aujourd'hui, je vis en appartement et je pense que je vivrai toujours, par choix maintenant, par conviction, dans cette démarche de mutualisation, toujours. Donc un appartement est moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une maison. Les logements sont souvent plus petits et donc on mutualise certaines parties. Et j'essaye d'économiser au maximum l'énergie. Alors là, ça passe par des choses qui sont assez bateaux, mais qu'on pense pas toujours à faire. Quand je sors d'une pièce, j'éteins systématiquement la lumière, voire, là je suis un peu extrême, mais parfois il n'y a pas besoin d'allumer une lumière dans une pièce qui est aveugle, une salle de bain, s'il y a un peu la lumière du jour qu'on voit poindre des autres pièces. J'ai des multiprises avec un interrupteur, alors je ne sais pas si les adeptes ou pas en ont entendu parler, moi j'en ai une en plus avec télécommande qui me permet vraiment d'allumer que les choses dont j'ai besoin. Vous avez peut-être entendu parler, ou pas en tout cas aux auditeurs, les box, tous les boutons de veille qui consomment beaucoup et qui ne servent à rien. Alors là pour le coup on est vraiment sur des sujets ça coûte rien, je veux dire j'éteins ma box la nuit,
c'est l'environnement qui s'en porte mieux et la facture, donc qui est vraiment une bonne chose. Oui. Donc voilà, donc c'est ces gestes-là, c'est d'autres gestes qu'on imagine moins. Le frigo, quand je l'ouvre, j'essaie de réfléchir à ce dont je vais avoir besoin, parce que ce qui fait beaucoup consommer le frigo, c'est qu'on va le laisser ouvert un certain temps, et quand on va le refermer, le moteur va devoir retourner pour le refroidir. Tous ces gestes du quotidien, il y en a pas mal, mais l'idée c'est vraiment aussi d'être conscient, en fait, ça passe par cette conscience de se dire tout ce qui marche de manière automatique chez moi, c'est que derrière il y a une énergie, on a besoin d'énergie, beaucoup électrique, et de penser à comment elle a été produite, et donc essayer de se dire, avant de penser renouvelable, parce que il y a des sujets efficacité énergétique, de se dire comment je peux éviter. Si tu n'as pas besoin de cet élément-là à ce moment-là électrique, le débrancher, c'est la meilleure solution. Comme ça, hop, boum, on n'en parle plus, quoi. Exactement. Je rebondis si je peux. Il y a, dans ce que je fais, dans ces petits trucs, après je prépare les choses un peu plus à moyen terme, il y a des choses qui sont sans effort. Éteindre la box, si on considère que c'est un effort, on considère que c'est pas un effort, je veux dire, c'est sans effort, et ça va économiser de l'énergie. Et j'ai même envie de dire à ceux qui sont pas convaincus, économiser de l'argent, je veux dire, je pense que tout le monde est sensible à ça. Autre chose, par exemple, quand on chauffe l'eau de sa casserole, mettre une assiette dessus, c'est pas grand chose, mais ça permet de faire en sorte que ça chauffe plus rapidement. Voilà, il y a des choses qui sont très rapides, très faciles. Après, il y a d'autres choses qui nécessitent là un effort plus important. L'alimentation végétale, par exemple. On a été formaté, je veux dire, moi, mes parents, le plat basique est facile, c'est une viande. Alors, c'est en plus à chaque repas avec un accompagnement de citripates. Quand on a toujours connu ça, et quand dans les magasins qu'on connaît principalement, on est autour de ces repas-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si ça change, avoir une alimentation qui est différente et plus variée, avoir les sources de protéines dont on a besoin, parce que ça existe, et là c'est documenté, contrairement à ce qu'on pense. On se dit, si on mange pas de viande, les sources de protéines et de fer, ça existe. Mais voilà, là c'est un effort supplémentaire qui va avoir un coût aussi, effectivement, les produits plus sains, bio, donc avec moins de pesticides, même si le bio c'est pas la panacée, mais au moins sans pesticides et donc sans dégâts sur l'environnement. On n'est pas sur le réchauffement climatique, mais la biodiversité c'est important quand même. Voilà, c'est un effort d'information, un effort pour le porte-monnaie, effectivement. Et là, oui, je peux comprendre que ça peut être plus difficile. Et je vais peut-être compléter avec un autre exemple, à long terme. Moi, mon objectif, donc, c'est de réduire et même de se passer des transports thermiques. Alors moi, par exemple, j'adorerais ne plus jamais prendre de voiture et d'avion, par exemple. Mais pour l'avion, moi, on voyageait avec ma femme une fois par an, on se faisait un grand voyage. Moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai décidé, je ne sais pas si je reviendrai en arrière, mais je veux dire, plus de vols transatlantiques, par exemple, plus de vols longs, et me dire, si je prends l'avion, ça doit être peut-être une fois tous les 2 ans, et là, je suis même plus dans une trajectoire, me dire, je prends plus du tout l'avion. Et là effectivement, c'est des modes de vie qui sont différents. On n'est pas dans le besoin, je veux dire, il y a une dimension de loisir quand même qui est importante, et de plaisir, où là, l'effort consenti est plus important. D'accord. Et par rapport aux objectifs, est-ce que tu t'es mis des objectifs dans ta vie aujourd'hui, où en fait il y a encore des choses que tu peux faire, que tu comptes faire, à long terme ou à moyen terme? Oui, alors sur l'alimentation, je vise vraiment une alimentation totalement d'origine végétale, c'est-à-dire toute forme de produits animaux, ou même issus d'eux, des fromages ou ce genre de choses. Donc l'idée serait vraiment de la bannir totalement, de bannir aussi mes pulsions un peu junk food que j'ai, donc une fois par mois. Un petit peu genre du... Oui, alors le McDo, il faut en parler. Ah oui. Oui, c'est souvent. Non, c'est pas souvent, mais en fait c'est très lié au mode de vie. Disons que là je suis assez pris par le travail, donc j'ai moins le temps de faire du sport, et comme j'avais des objectifs physiques de mise en forme, et lorsqu'il fallait faire attention à son alimentation, ça tenait bien. Là, comme c'est un peu plus compliqué et qu'on est peut-être un peu plus stressé ou autre, on compense là-dessus. Et donc, même si j'essaye de le limiter, il peut m'arriver, en tout cas, de manger peut-être une fois par mois un McDo, et une fois par mois un grec, par exemple, kebab. J'adore ça. Ouais. Voilà, donc l'objectif, c'est de se dire, ça, je le bannis totalement. Arriver aussi, mais ça fera un peu le lien avec la fin, avec l'entourage. Quand moi, je suis chez moi et qu'il n'y a pas cette pression sociale qu'il peut y avoir par ailleurs, moi, il n'y a aucun souci, je cuisine et je prends les aliments. Quand je peux aller chez d'autres personnes et qu'il peut y avoir des attentes là-dessus, effectivement, là, je fais plus d'exceptions. Mais l'idée, à un moment donné, c'est que ce mode de vie, qui plaise ou qui plaise pas, ou que ça suppose une contrainte pour les autres, de pas se dire faire passer la contrainte sociale qu'il y a pour les autres avant finalement le collectif, entre guillemets, parce que l'idée, encore une fois, c'est que je fais ça pour ma santé à titre personnel, mais de manière plus globale. Moi, si je pouvais manger de la viande tous les jours, dire gustativement, non pas que j'en raffole, mais j'en mangerais plus, prendre l'avion, ce genre de choses, ça a un vrai impact sur ma vie. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je vois que des sources de bonheur sont ailleurs, mais c'est des choses que, en termes de praticité, des fois, prendre la voiture plutôt que les transports, au choix, si c'était neutre pour la planète, je le ferais. Donc pour l'alimentation, il y a ça, et là je parlais des transports. L'idée, c'est vraiment de se dire de plus du tout prendre l'avion et de prendre que le train, le TGV par exemple.
Et aussi, ce que j'aimerais vraiment, c'est ne quasiment pas utiliser le chauffage, par exemple. Mais là, alors là, bon, quand on vit seul, c'est une chose. Quand on vit, moi, je vis avec ma femme et un enfant de 3 ans. Alors moi, j'ai un compteur électrique, donc je coupe directement les fusibles. C'est assez pratique et alors, assez radical. Donc on passe notre temps, moi j'augmente, elle diminue. Parce qu'en fait, avec ta femme, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Disons qu'on est d'accord sur les constats. Moi je suis un peu plus ancré dans ton mode de vie. Plus ancré et je suis capable de faire davantage, effectivement. Ouais. Donc autant pour l'alimentation, c'est pas trop problématique, ça se fait. Mais pour les transports, je peux prendre un exemple. On a un mariage d'une amie en fin d'année à La Réunion. Elle y va. Moi, il y a un grand questionnement. Est-ce que je vais à La Réunion, etc. Et donc j'en suis venu à la conclusion que moi je voulais pas y aller et que je voulais pas que mon fils y aille aussi. Alors on agit pour soi-même, mais quand on a un enfant, donc c'est encore une dimension supplémentaire, je voulais pas qu'il contribue à ça, enfin quelque part aussi, voilà. Donc oui, ça peut être difficile, mais on en reviendra un peu après hein, sur le sujet de l'entourage. Sur les loisirs aussi, dans une certaine mesure, on aimait voyager ensemble, là, en voyageant ensemble, oui, ça peut. D'accord. C'est un impact, effectivement. Ok. Est-ce que toutes ces actions que tu viens de citer, qui en sont, je pense qu'on a donné quand même quelques idées à quelques personnes qui nous écoutent de ce qu'ils peuvent faire, mais est-ce que ça suffit ? Alors là, si on s'en tient aux faits, donc je pense qu'on va pouvoir échanger là-dessus en tant que fresqueur. Donc, il me semble que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, elle est de l'ordre de 10 tonnes équivalent CO2. C'est ça. Et compte tenu du nombre de personnes qu'on est sur la planète et compte tenu des limites planétaires existantes, il faudrait que chaque être humain sur Terre a une enveloppe, un budget de à peu près 2 tonnes équivalent CO2. On est à 10, les États-Unis sont à 22, le Qatar, tu as une idée ? Le Qatar, c'est peut-être 60-70, mais est-ce que c'est le net ou pas ? Alors, parce qu'il y a ce sujet qui est très important aussi, c'est que est-ce que ça prend en compte le fait des émissions importées ? Je sais qu'en France, on est peut-être à 7-8, mais si on prend en compte le fait qu'on fait produire nos appareils électroniques ailleurs. Et voilà. Et donc, le Qatar, c'est élevé, mais je ne sais pas si ça prend en compte le fait qu'il y a certaines ressources naturelles qui sont importées. Mais ça reste quand même. Ouais. Mais c'est un bon point. Et en effet, surtout en Europe, on fait produire plein de choses ailleurs. Donc, il faut passer de 10 en France à 2 si nous souhaitons respecter les recommandations de l'accord de Paris. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et du coup non faisable tout seul. Alors, non faisable tout seul, et donc pour continuer un petit peu, moi, dans des chiffres que j'avais, moi, dans l'association dans laquelle j'étais, je crois qu'il y a un consensus scientifique autour duquel les gestes individuels pourraient permettre de contribuer à 20 ou 25% de cette réduction de passage de 10 à 2. Donc, c'est-à-dire que même si chacun d'entre nous, avec les meilleures volontés, essaie de mettre en place ces choses-là, ce serait pas suffisant. C'est pas pour autant, et ça c'est mon avis, qu'il faut dire qu'il faut pas le faire. Moi, je pense que c'est important de le faire dans cette idée de se dire que chacun à notre niveau, on contribue par les actions. Enfin, je veux dire, c'est pas suffisant, mais ça permet d'avoir une planète qui est quand même plus vivable. Et là, les spécialistes le disent, chaque dixième de degré compte. Il me semble que chaque dixième de degré, c'était apparemment de l'ordre de 400 ou 500 000 vies à terme. Donc voilà, c'est quand même des choses qu'il faut avoir, l'impact est énorme. Qu'il faut avoir en tête. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait des politiques publiques qui soient mises en place, qu'on nous facilite certaines actions. Si on veut diminuer les transports en avion, on peut pas avoir un billet de train à 300 € pour aller de Paris à Lyon. Exactement, alors que le billet d'avion, lui, est à 50 €. Ah oui. Pour le sujet de l'alimentation, sans même parler de l'alimentation végétale, parlons de bonne alimentation, de produits sourcés, traçables, élevés dans de bonnes conditions. Il y a des études qui prouvent que la grande distribution fait essentiellement des promotions sur des produits qui sont ultra transformés, donc qui sont pas bons pour la santé et pas bons pour l'environnement de manière générale. Donc l'idée, c'est de mettre en place des labels. Alors il y a le Nutri-Score qui existe, mais il y a tout un tas d'autres labels des fois, qui sont poussés. On peut évoquer aussi la loi anti-fast fashion. Alors je sais pas si ça te parle, qui avait fait grand bruit notamment, où l'idée c'était face à la Chine. À la base, initialement, il y avait d'autres grands noms, pas de l'ultra fast fashion, mais de fast fashion comme Zara ou d'autres acteurs qui étaient européens. Et finalement, les lois ont été retoquées parce que, et là c'est toute la problématique du sujet, c'est que on est à horizon lointain versus moyen terme, des transformations économiques, ça aura un impact social, ça aura un impact sur l'emploi. Et moi, ma conviction, c'est que les politiques ont des mandats à court terme, se fient aux sondages. Et aujourd'hui, même si 90% des Français disent que l'écologie, c'est important, on n'est pas tous, en tout cas, prêts, par exemple, à faire certains efforts, parce qu'on nous présente justement que c'est des efforts individuels, alors que il y a des choses qui pourraient être mises en place au niveau de l'industrie, au niveau de l'économie privée, qui permettraient de rendre indolore beaucoup d'actions, indolore, je veux dire, sans effort, et beaucoup plus facile d'autres. Exactement. Et ainsi pousser les consommateurs à faire le bon choix.
Exactement, pousser, mais même sans même parler de pousser, qu'il y a une notion que contrainte, ce que ce soit naturel. Exactement. Voilà, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est de pousser à ce que les consommateurs n'aient plus d'efforts à faire pour prendre l'option la plus écologique. Quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu es confiant là en ce moment avec ce qui se passe dans la politique internationale, que ce genre de politique publique va voir le jour? Ou Alors, va progresser? Je suis malheureusement hyper pessimiste. Je crois que l'histoire nous a enseigné que lors de graves crises économiques suivies de crises sociales qui s'en suivent, on a des régimes globalement qui se referment avec des positions qui se radicalisent, avec des volontés de chercher des boucs émissaires. On peut parler des États-Unis, mais d'autres régimes qui se radicalisent, où je pense que le bien-être à court terme et surtout la défense des privilèges de certains, de peu, on parle de capitalisme politique en fait. Là, on voit que les industries, les entreprises sont tellement puissantes qu'elles parviennent, elles sont au pouvoir, quasiment, je veux dire, Trump, c'est un mania de l'immobilier, Elon Musk, et qui font porter leurs intérêts. Et je pense que malheureusement, ça va à l'encontre de ce dont on a besoin. On a besoin, à mon avis, d'un autre mode de pensée, et probablement qu'aujourd'hui, il faut soutenir la croissance. Si croissance doit y avoir, elle doit être différente, mais qu'aujourd'hui, le constat, il est qu'on est dans un monde aux limites finies, qu'il y a des politiques publiques d'ampleur qui doivent être mises en œuvre, et que malheureusement, les contextes socio-économiques actuels donnent la voix et le pouvoir à quelques-uns, même dans les médias y compris. On voit une concentration dans les médias, de certains médias, dans les mains de quelques-uns, et du coup, qui manipulent l'information quelque part ou qui désinforment pour leurs intérêts. Donc non, je regrette, je ne suis pas optimiste. Et si je peux terminer là-dessus, si je peux même donner un exemple pour parler du Covid, l'humanité, je crois, a montré que c'est que quand elle est face vraiment au dos au mur de la catastrophe qu'elle est capable de s'infliger des choses assez extrêmes. Je veux dire, le confinement, qui est quand même quelque chose qui est assez incroyable. On voyait le Covid en Chine, on se disait que nous, on ne serait pas touchés. Ensuite, on l'a vu arriver en Italie, je parle de France, et on se dit, mais non, mais nous, on a un système de santé différent. Donc, on a été capable de mettre en place des choses. On a été capable de beaucoup de solidarité, quelque part, parfois, et aussi de gestes très individualiste. Je pense à des nations sur les tarmacs des aéroports qui se volaient les masques. Et donc, je veux dire, de ce point de vue-là, j'avoue, mais je suis pas optimiste du tout sur la nature humaine et sur les personnes qui nous gouvernent, en tout cas, qui sont au pouvoir aujourd'hui. D'accord. Ok, bon, alors avec toutes ces actions que tu mets en place dans ton mode de vie quotidien ou à moyen terme et à long terme, et du coup en fait tu dis ça t'impacte à toi, ça peut impacter aussi ta femme, ça peut impacter ton fils. Comment ton entourage en fait perçoit ton mode de vie? Quelles sont ses réactions en fait face à toutes ces actions que tu mènes qui peuvent parfois les affecter? Donc ça, c'est une très bonne question, très intéressante. Mon entourage immédiat, qui est ma femme, moi, je suis perçu de son point de vue comme trop radical, mais je vois que les choses changent, et ça, c'est quand même quelque chose qui est positif. Dans mon environnement amical et même au travail, je suis connu un peu pour... on me parle un peu, je suis l'écolo, comme si j'étais pas le moralisateur, mais la personne qui essayait de faire et donc qui attendait des autres et des réactions des autres qui disaient Ruben, je suis désolé, là par exemple j'ai pris ci, j'ai pris ça. Donc en fait il se justifie même avant que tu dises quoi. Exactement. Alors ça c'est un point qui est très drôle. Effectivement, il y a des personnes qui se justifient déjà, qui me disent oui mais là j'ai pris les transports ou Ruben tu vas m'en vouloir. Alors que t'as rien dit. Exactement. Je pense que intrinsèquement ce que ça montre c'est que on fait des choses, on sait tous qu'on pourrait faire mieux, un peu mieux. Voilà. Mais alors que pour moi, loin de moi l'idée de fliquer les gens. Quoi. De fliquer, mais d'autant plus que moi, franchement, je suis loin d'être parfait. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je mets en place. J'essaye d'éteindre la lumière quand je sors, mais je prends la voiture à un moment donné pour un trajet. Je veux dire, en termes d'impact, voilà. Mais l'idée, elle n'est pas de dire que je suis parfait. L'idée, elle est de dire que j'essaye de mettre des choses en place. Il y a des choses qui sont indolores, d'autres qui le sont plus. Et donc, je suis connu. Je crois que c'est un des aspects de ma personnalité maintenant qui est connu. Et non pas que j'essaie de faire du prosélytisme, je pense pas, mais juste des fois, je discute avec les gens sur des choses qu'on peut mettre en place. Donc, dans mon travail, il y a des personnes, des fois, qui ont demandé, j'ai pu donner des astuces, comme des multiprises coupe-veille, ce qu'on appelle. Il y en a, c'est juste avec un bouton, au moins, tu as toutes les prises de ton salon qui sont connectées, tu as juste appuyé sur un bouton et pas tout débrancher. Ça, c'est un exemple. Il y a l'exemple aussi de le fait de couper sa box et tout ça, donc c'est lié, de dire, il y a des études qui montrent qu'on peut faire jusqu'à 200 ou 300 euros d'économie par an. Ça, c'est ça que tu peux mettre ailleurs, et donc là, ça intéresser les gens. J'ai senti que j'ai éveillé l'intérêt chez des personnes. Dans le cercle professionnel, on reste sur juste des suggestions et de la bienveillance tout le temps. Après, moi, sur mon cercle familial plus proche, j'essaie d'aller plus, et comme je les vois plus, plus les pousser. Oui. Moi, mes parents, des fois, quand je leur dis, là, je vais pas aller tel endroit, ou là, par exemple, il est question d'aller en Espagne, par exemple, le mois d'avril, j'ai de la famille en Espagne. Et moi, ce que je dis, c'est que j'irai avec mon fils, j'aimerais aller. Je n'irai pas en voiture. Voilà, je me dis, je vais prendre un Blablacar que je suis en train de regarder, 17h. Donc, ça reste un véhicule ça peut être électrique ou thermique, mais c'est, disons, le moins pire par rapport à ce que tu fais du covoiturage. Là, pardon, Blablacar, le Blablabus, en l'occurrence, excuse-moi. Ouais. Là, c'est Blablabus, en l'occurrence, ou Flixbus, voilà.
Et ça peut être des fois mal perçu par mes parents, me dire, ou t'exagères. Voilà, on me dit, non, mais il faut vivre, prends l'avion, prends ceci, cela. Et c'est là où peut-être j'ai du mal à leur faire prendre conscience, de dire, chaque geste que je fais aujourd'hui va impacter ton fils. Va impacter mon fils. Alors, pour parler de très concret, va impacter les conditions de vie de mon fils et même les générations à venir. Enfin, je me dis, quel droit finalement j'ai aujourd'hui, on sait. On peut pas dire qu'on sait pas. Et aujourd'hui, moi, je sais que je suis largement au-dessus des équivalents de tonnes CO2 rejetées. Donc voilà, j'essaye de baisser. Je prétends pas que je vais réussir à diminuer. Voilà, on sait les choses, être conscient. Et donc ça peut être mal perçu par des personnes, je pense. Et là, je pense que je suis assez unique dans mon entourage. C'est difficile de se dire, on sait et on fait rien. Je pense qu'il y a une notion quand même de culpabilité intrinsèque qui est là. J'ai réussi à passer au-dessus de ça. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je veux dire, moi, je sais qu'au quotidien, chaque chose que je fais, c'est très dur ce que je vais dire, mais je vais impacter la vie de personne, quoi. La durée de vie même de personne. Donc voilà, mais je pense que psychologiquement, c'est dur de se dire ça, de se dire, je fais pas tout. Je fais encore le parallèle avec le Covid et le masque. Voilà. Il y a certaines personnes qui se disent, moi je mets le masque, ça suffit. Il y a certaines qui se disent, je vois quand même des proches, mais ça reste des proches. Il y a des personnes qui se disent, je vais à 1 mètre, je vais à 2 mètres, je vais à 3 mètres. Voilà. Je pense que tout ça, à son niveau, c'est difficile de se dire que je pourrais faire plus ou que je fais mal, je mets en danger. Donc moi, c'est un peu cette réaction que j'ai partout. Et du coup, des personnes qui me disent, soit ça sert à rien, ou soit par exemple, les Chinois, on va pas faire ça. Les Chinois, ils polluent plus. J'essaye en général, quand on me dit ça, de poser les données. La Chine pollue plus. Le Chinois moyen a une empreinte carbone beaucoup moins élevée que le Français. Donc, si on va par là, voilà, j'essaie juste des fois de mettre les notions scientifiques, qu'on débat sur des choses objectives. Mais voilà, il y a ce frein que je vois effectivement, qui est assez important. Ouais. Il y a cette idée de bousculer des choses qui ont toujours été d'une certaine manière. Je prends un autre exemple. Quand moi, je vais manger chez ma famille ou la belle famille, des fois, il y a des plats qui sont faits traditionnellement avec de la viande. Oui. Et ça peut des fois être mal perçu que je goûte ou pas. Oui. Et moi, je sais que... Mais ils le savent que tu es végétarien. Ils le savent, mais... Il y a une obligation sociale. Le fait de eux se dire, je vais devoir lui faire quelque chose. Ah oui, oui. Moi, je vais dire... Non, mais moi, j'essaye tout de suite d'enlever ce truc-là en disant... Moi, je vous demande pas de faire. Faites le repas classique que vous avez. Moi, je prendrai des accompagnements. Moi, mon équilibre, je le gère. Donc, moi, même ma mère, par exemple, si je lui dis ça, des fois, elle me dit quand même, tiens, goûte, j'ai fait ce poisson, tiens, goûte. Donc, je vais goûter pour lui faire plaisir. Alors que quelque part, le faire plaisir, je n'aurais pas. Mais chez d'autres personnes, les gens se sentent peut-être même forcés à cuisiner des alternatives. Ouais. Qui, elles, sur d'autres critères, ne me conviennent pas quand même, mais je me sens obligé. Voilà. L'idée, ce serait de se dire, parce que socialement, bien recevoir quelqu'un, c'est qu'il mange, et donc se dire faire des alternatives, il y a du mal. Donc moi, des fois, je me sens obligé, ou je me sens, oui, je vais manger ça, et donc que ça va contre pour ces injonctions sociales. Ouais. Et il y a des personnes avec qui, on va pas débattre, quand elles disent, oui, mais moi, je prends la voiture, de toute façon, quand il y a Donald Trump ou il y a ceci, ça sert à rien. Bon, il y a des choses, des fois, j'essaye de parler quand le débat est possible, quand il y a des points de vue à échanger, mais il peut y avoir des crispations. À partir du moment, et je pense que c'est le cas, ma position, je pense qu'elle est marginale, quand il y a la masse et la marge, on se sent toujours, même si on a des éléments objectifs de le faire, on va toujours nous dire on est différent, il exagère, il en fait trop, ceci, cela, quoi. Ouais. Donc, à différents niveaux, quand c'est des collègues de travail que je vois plus ou moins régulièrement, c'est une chose. Quand c'est des amis proches, je ne demande pas à ce qu'ils soient comme moi, quoi qu'il arrive, mais l'idée, c'est, en général, les gens de qui je suis proche, c'est qu'ils partagent globalement un avis, un constat qui est celui-là. Mais là où c'est le plus difficile, c'est la famille, qu'on ne choisit pas. Et donc, il y a des injonctions sociales qu'on peut avoir aussi avec les amis. Et là, oui, effectivement, je peux être mal compris. Donc, je dois cacher les choses. Et même plus que ça, je me sens quelque part obligé à faire des choses qui vont contre ce que j'aimerais mettre en place. D'accord. Donc, c'est plus difficile avec la famille qu'avec les amis. Parce qu'au final, les amis, c'est des gens qui peut-être qui sont à peu près du même profil que toi. Si je suis plus en accord avec eux, je cesse de les voir. Voilà, la famille, la belle famille. On la choisit pas, ouais, c'est vrai. C'est même un sujet plus large. On accepte ça. Tu es capable de ne plus voir des gens pour des raisons écologiques. Des amis. Alors, pas que, franchement, après, c'est un ensemble, parce que pour moi, on parle beaucoup d'écologie, mais j'ai beaucoup réfléchi par rapport au travail que j'ai actuellement. Je crois que ce qu'il y a au sommet de tout, c'est plus une question de justice sociale. Ouais. Je vais prendre l'exemple de personnes qui sont végétariens. Il y en a qui, quand ils voient la viande dans leur assiette, il y a le bien-être animal, ils peuvent pas, il y a un dégoût. Moi, j'ai pas de dégoût. Moi, ce qui m'anime, c'est de dire, ce que je fais là, elle va hypothéquer les conditions de vie d'autres personnes, et principalement déjà des personnes qui sont défavorisées. Moi, ce qui me mue au quotidien, que ce soit pour l'environnement et pour le reste, c'est juste de dire, je veux réduire ces inégalités. Moi, j'ai la chance d'être né, alors mes parents sont nés en Espagne, ils ont émigré, mais je veux dire, je reste quand même au niveau de l'Occident largement favorisé par rapport au reste de la planète. Voilà, c'est juste de dire comment à mon niveau, je peux réduire. Et donc, ce qui va faire que je vais cesser de voir des personnes, c'est des personnes qui vont considérer qu'ils ont finalement quelque part certains privilèges. Donc, ce sera jamais juste quelqu'un qui me dit, moi, je prends l'avion et tout. Non, c'est pas ça. Mais si des personnes où je considère qu'ils vont se considérer au-dessus parce qu'ils appartiennent à une certaine classe, à un certain genre, une certaine communauté, oui, ça peut. La famille, dans cette famille, on naît, on grandit et on coupe pas des liens comme ça, quoi. D'accord. Alors, c'est la fin d'Eco Paris.
Merci Ruben pour tes interventions précieuses et tes recommandations d'action à mettre en place dans la vie quotidienne. Merci à toi de m'avoir reçu, c'est un plaisir de pouvoir partager. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur le podcast, donc sur les sites de streaming, Angami, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, ou de liker ou de suivre en fait les réseaux sociaux du podcast sur @patbanksmedia. Allez, au prochain épisode, Penguies.